Pour le tour des idées, Nicolas Bourgoin, sociologue et démographe spécialiste des politiques pénales, nous donne sa vision des politiques en matière de liberté, de sécurité et de justice. Bien, bonjour, je suis Nicolas Bourgoin. Je mène depuis 10 ans des recherches dans le domaine du contrôle social qui ont donné lieu à la publication de 3 ouvrages retraçant l'histoire des politiques pénales à des périodes différentes. Donc le premier, les chiffres du crime, couvre la période historique la plus large puisqu'elle démarre en 1826 et court jusqu'en 2006. Le second livre s'intitule La Révolution sécuritaire 1976-2012. Il traite surtout du tournant sécuritaire du gouvernement Giscard et de la période des années Sarkozy 2002-2012. 2012 est d'ailleurs la date de sa publication, et le dernier concerne essentiellement les politiques de sécurité suivies par le gouvernement actuel. Il s'intitule La République contre les libertés. Alors pourquoi une politique pénale ? Le Code pénal, qui organise la réaction de l'appareil d'État au phénomène de la déviance, ne se suffit pas à lui-même. Il faut une politique pour le mettre en œuvre. Décidée par la chancellerie et relayée par les parquets, cette politique définit les priorités en matière de lutte contre la délinquance et peut déboucher sur de nouvelles lois. Liberté, sécurité, justice sont donc des concepts éminemment politiques et non naturels, car elles ont varié historiquement et sont le résultat d'arbitrages politiques, de choix qui sont faits en fonction de la couleur politique des gouvernements. On peut dire d'ailleurs dans ce domaine que tout est politique. La tendance lourde depuis 40 ans est au durcissement des politiques pénales, avec une apothéose pendant les années Sarkozy, 2002-2012, où 61 lois sécuritaires ont été votées en seulement 10 ans. Cette hystérie sécuritaire a entraîné une inflation carcérale inédite dans l'histoire des prisons françaises. Or, on sait que le recours systématique à l'enfermement carcéral a des effets très lourds de désocialisation, favorisant la récidive. Le tout carcéral est une impasse. Une question centrale est celle de l'arbitrage entre sécurité et liberté. Les deux termes sont antagoniques, puisque les interdits pénaux, ou les interdits quels qu'ils soient, réduisent l'éventail des comportements admis, et s'en remettre à l'État pour assurer sa sécurité, pour défendre sa propre sécurité, c'est s'aliéner une part d'autonomie individuelle. Cette question de l'arbitrage entre sécurité et liberté a été clivante sur un plan politique pendant très longtemps. La droite a toujours privilégié la sécurité, la gauche la liberté. Or, c'est plus vrai aujourd'hui car la gauche est progressivement alignée sur la droite, sur cette question. Les moments clés de cette conversion sécuritaire sont connus. 1997, le colloque de Villepinte, qui met en scène médiatiquement ce tournant sécuritaire, déjà sensible dans le programme de Jospin pour les élections de 1995, et la loi sur la sécurité quotidienne de l'automne 2001, votée après les attentats du 11 septembre. Et ce tournant sécuritaire s'approfondit aujourd'hui avec la politique liberticide menée par le gouvernement actuel. 2 lois antiterroristes, 2012-2014, la loi de programmation militaire, la loi sur le renseignement. Et cet alignement droite-gauche s'est manifesté avec la prolongation, le vote unanime pour la prolongation de l'état d'urgence. Une des originalités de la présidence Hollande, c'est de s'attaquer à l'expression publique de la contestation sociale, tout en délaissant le terrain de la délinquance classique, chère aux politiques sécuritaires. Circulaire Valls contre Dieudonné, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, érigée en priorité nationale, loi qui réprime l'apologie du terrorisme, traque de ceux qui ne sont pas Charlie. On a même un amendement pour contrôler la presse, déposé par des parlementaires socialistes lors du vote sur la prolongation de l'état d'urgence. Or, la liberté d'expression, c'est une position personnelle mais argumentée par mes propres recherches, doit être absolue, parce que toute limitation est forcément arbitraire, parce qu'elle s'appuie sur des arguments politiques.
qui relève de l'éthique, au fond. Fixer une limite, c'est rendre cette liberté inopérante. La rendre, je dirais, purement théorique. D'autre part, on sait que la censure suscite l'intérêt, donc interdire la liberté d'expression ou certains aspects de la liberté d'expression ont des effets pervers. On l'a vu avec la circulaire Dieudonné, enfin la circulaire Valls ou la jurisprudence Dieudonné, on a tout de suite un regain d'intérêt effectivement pour la chose interdite. Toutes ces lois et circulaires sont promulguées sous couvert de défense des valeurs républicaines ou laïques, ce que j'ai appelé un républicanisme de gauche, mais elles ne correspondent pas à une vraie politique de gauche qui consisterait à s'attaquer à la racine des problèmes sociaux et des problèmes de délinquance. Ils défendent au fond ces valeurs, mais de manière artificielle, sans les mettre en œuvre. Mettre en œuvre ces valeurs, c'est comprendre les racines sociales de la délinquance pour pouvoir agir sur celle-ci. C'est ce qui avait été fait notamment, c'était l'ambition en tout cas, de la politique de la ville menée sous le premier septennat Mitterrand, qui consistait à s'attaquer aux problèmes de violence par le développement social des quartiers. La droite avait toujours mis l'accent sur la punition et la dissuasion, la gauche sur la prévention. Alors la prévention, c'est quoi ? C'est agir sur les facteurs sociaux de la délinquance. Ces facteurs sont connus, la pauvreté, la désaffiliation, le racisme, le chômage. Or, ces facteurs jouent un rôle très déterminant dans le phénomène djihadiste. Ces loups solitaires ont des parcours marqués par les ruptures familiales, les échecs et la plongée dans la délinquance. L'exclusion sociale, on le sait par de nombreuses études, mène à la radicalisation. On sait aussi que la prison est un creuset pour ce type de phénomène. Une vraie politique de gauche donc consisterait à remettre de l'emploi dans les quartiers populaires, à retisser du lien social là où il n'y en a plus, à favoriser la mixité sociale, à s'occuper de ces jeunes à la dérive avant qu'ils ne soient récupérés par les réseaux djihadistes. Une nouvelle fois, il s'agit de comprendre les racines des problèmes sociaux pour agir efficacement sur ceux-ci. C'est ce qu'on fait en tant que chercheur. Et les études, ce genre d'études peut trouver des débouchés politiques à condition de rencontrer une volonté dans ce sens. À la place de ça, on a une loi qui promulgue l'état d'urgence pour 3 mois, qui interdit des manifestations de la société civile, sans rapport ou sans lien direct avec le terrorisme, qui donne un pouvoir considérable à l'exécutif, qui autorise des assignations à résidence de personnes jugées dangereuses, qui autorise des perquisitions et qui envisage d'introduire ces dispositions dans la Constitution. Et qui, c'est un des effets également de cette loi ou de la politique qui est menée, qui attise l'islamophobie. Cette réaction est typique de ce qui s'est fait pendant la période Sarkozy, où chaque événement dramatique était prétexte à une loi. Mais diminuer les libertés publiques, restreindre les libertés publiques, n'a jamais fait reculer le terrorisme. On vient encore d'ailleurs d'en faire le constat. Et ça peut même l'encourager dans la mesure où cette restriction répond, d'une certaine mesure, aux vœux des terroristes, qui s'attaquent d'après les médias en tout cas à la démocratie. Également le rejet de l'islam, déjà perceptible dans les campagnes contre le voile, sous couvert de défense de la laïcité, durcissent les clivages communautaires, l'islamophobie durcit les clivages communautaires et peut également attiser les rancœurs, prétextes ou je dirais facteurs de ce genre d'engagement. Donc la gauche, en suivant ce sillon populiste, va à rebours des principes qui commanderaient de remonter jusqu'à la racine du terrorisme pour le comprendre et d'agir ensuite sur ses causes.